moi, je suis ravie d'être parmi vous. Je remercie beaucoup Candide de m'avoir présenté comme ça. C'est très, très flatteur. Et on va essayer, là, pendant 2 petites heures, je vais essayer de faire un peu moins que 2 heures quand même, hein, de rappeler un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de l'enfant et de la mémoire. Alors, c'est vrai, quand j'en voyais qu'il y avait peut-être beaucoup dans le public d'orthophonistes ou de logopédistes, c'est vrai que c'est souvent aussi les orthophonistes et logopédistes qui s'intéressent à la mémoire, mais plus à la mémoire de travail et du coup aux mémoires en général. Mais enfin bon. Et mon expérience, c'est ce que je disais à Candy, c'est que je suis vraiment ravie qu'elle m'ait invité, que vous m'ayez invité avec Sylvie aussi à faire ce petit topo, parce que je crois que c'est vraiment une des fonctions qui est la moins bilantée chez l'enfant, dont on se méfie le moins. Parce que ça paraît toujours évident, bah forcément il a de la mémoire, quoi. Un enfant qui n'a pas de mémoire, on n'a jamais vu ça, quoi. Bon. Et donc, ce qui est important dans ce que je vais vous dire, c'est peut-être de retenir qu'il y a un S à mémoire, et qu'évidemment, un enfant qui n'a aucune mémoire, on n'a jamais vu ça, mais un enfant qui n'a pas de certaine mémoire, on voit ça, et peut-être qu'on passe à côté pour un certain nombre d'enfants qui sont en difficulté, que c'est peut-être une des pathologies dont on est le moins familier, dont on se méfie le moins, à laquelle on pense le moins, donc qui n'est pas moins fréquente malheureusement que les autres, mais qui est beaucoup moins fréquemment diagnostiquée. Alors avant de parler de pathologie, évidemment, on va faire plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire comment ça marche en vrai, quand ça doit marcher. Donc je vous rappelle le plan, quelques petites bases, on va faire assez vite, hein, parce que je pense que c'est juste pour... L'idée, si vous voulez, c'était de faire un topo qui ait une cohérence, qui est un peu tout. Donc il y a des choses où je vais passer un peu plus vite, mais vous aurez le diaporama, hein, de toute façon, un PDF. Et puis, de toute façon, c'est pas en 2 heures qu'on va tout dire. On va pas régler le problème en 2 heures, ça se saurait. Donc, c'est plutôt pour que vous ayez un petit tour d'horizon assez complet. Donc, les différentes mémoires, ça c'est vraiment le gros de l'affaire. Leur développement chez l'enfant, leur lien avec les autres fonctions cognitives, évidemment. Les mémoires, c'est pas quelque chose d'isolé. Moi j'aime bien dire un petit truc spécial, comment ces mémoires sont liées aux apprentissages ou aux difficultés d'apprentissage chez l'enfant. Un petit mot aussi sur les problèmes mnésiques spécifiques aux enfants en TDAH, justement. Et puis quels seraient les petits signes d'appel rapidement, qu'est-ce qui pourrait vous alerter pour vous inciter à faire un bilan de mémoire. Et puis juste, si on a le temps, des petits trucs que les enfants aiment bien sur comment booster sa mémoire avant les examens, avant ceci, avant cela. Bon, voilà. Donc d'abord, les bases biologiques de la mémoire. Donc évidemment, la mémoire, c'est quand même une grosse... affaire sur le plan cérébral, hein, quelque chose de très très central au sens c'est au milieu de notre cerveau, hein. Ça c'est un cerveau qui a été coupé comme ça et on voit au milieu donc vraiment des régions extrêmement complexes et extrêmement importantes. Et tout de suite vous voyez dans la façon dont j'ai rédigé ça les mémoires transitoires, les mémoires à long terme. Deux grands types de mémoires dont on va parler tout le temps, qui sont bien sûr interdépendantes, mais qui sont isolables, et non pas isolées bien sûr. Les mémoires transitoires, elles sont très très supportées par un réseau fronto-postérieur, en particulier fronto-pariétal, mais aussi cérébelleux, c'est quasiment tout le cerveau. Et les mémoires à long terme, c'est vraiment cette région hippocampique et tout le cortex. Donc vous allez me dire, alors quelle est la partie du cerveau qui n'est pas concernée par la mémoire? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Non mais c'est important parce que finalement on fait comme si tout allait bien toujours dans ce domaine-là, comme si ce n'était pas possible qu'il y ait des problèmes. Donc c'est beaucoup les régions préfrontales, hein, et la région donc très centrale, là, très bien cachée, très bien protégée dans notre cerveau qu'on appelle la formation hippocampique, c'est quand même... les liens entre les mémoires transitoires et les mémoires à long terme, c'est vraiment les structures principales. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intervenus. Alors ce qui est très intéressant, c'est de savoir qu'il y a quand même déjà longtemps qu'on connaît les bases cellulaires de la mémoire. Comment ça se fait que les trucs restent dans la tête et qu'on peut les retrouver en plus. Ça, c'est quand même... c'est pas tellement qu'on a un neurone grand-mère ou un neurone, vous voyez, pour la première fois que je suis allée au cinéma, mais... c'est que les neurones ont effectivement
certains neurones, en particulier ceux de l'hippocampe, ont des particularités, des caractéristiques biochimiques. Alors ça, on sait depuis longtemps que quand il y a des activations simultanées de plusieurs neurones et qu'elles sont répétées, que c'est toujours les mêmes neurones qui sont activés en même temps, eh bien, il y a une espèce de valence, une espèce de facilité qui se fait et qui fait que les liens entre ces neurones-là, qui sont régulièrement connectés, régulièrement activés, ces liens sont plus forts. Et non seulement ces liens sont plus forts, mais ce renforcement, c'est ça qui est très important, ce renforcement se stabilise, du moins si les activations simultanées sont soit répétées, soit durables. Hein. C'est ce qui est écrit ici. Si c'est un court instant, la trace du stimulus disparaît, mais si au contraire le stimulus qui active les deux neurones en même temps est répété ou persistant, alors ce renforcement va se stabiliser. Donc ça, c'est vraiment très très important de comprendre que les souvenirs, ils ne sont pas quelque part, ils sont sous forme d'une activité neuronale qui, à un moment donné, ces neurones-là vont être actifs. Quand ils ne sont pas actifs, le souvenir n'est pas là, c'est ça que ça veut dire. Et quand il est actif, le souvenir est là. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc c'est vraiment quelque chose de dynamique. Donc il faut appuyer sur le bon bouton, il faut déclencher l'activation neuronale spécifique pour récupérer le bon souvenir. Donc c'est ces configurations d'activité, le fait que ce soit tel et tel neurone ensemble qui s'active, qui est constitutif du souvenir. Et puis pour un autre souvenir, c'est une autre configuration neuronale. Donc voilà. Et donc il y a ce qu'on a appelé la potentialisation à long terme, en français, donc PLT, potentialisation à long terme, le fait que les neurones de l'hippocampe, qui sont vraiment des neurones très spéciaux pour la mémoire, ont cette capacité d'être potentialisés longtemps, et même quelquefois à vie. Hein, vous savez bien qu'il y a des souvenirs qui restent à vie. C'est une particularité de ces neurones de l'hippocampe. Alors, c'était juste pour vous dire qu'il y a un substrat organique. Et que ce substrat organique, là je vous le fais vite, je ne sais pas si vous avez bien suivi, c'est juste pour vous dire ça. Et pour vous dire, ce substrat organique, il est connu, et il est connu de longue date. Voilà. Alors, différentes mémoires. Ça, c'est vraiment le truc fondamental. Les mémoires, il y a deux grands systèmes. Un système de mémoire dit transitoire. Ceux d'entre vous qui sont férus d'informatique, s'il y a quelques geeks là parmi vous, vous diriez de la mémoire vive. Et on les appelle généralement mémoire de travail et ou mémoire à court terme. C'est les mêmes mots. Qu'on dise mémoire transitoire, mémoire de travail, mémoire à court terme, par pitié, ça paraît. Et puis il y a complètement autre chose, qui sont les mémoires à long terme. Et alors là, dans les mémoires à long terme, ça serait trop simple, sinon on s'ennuierait, on a 4 sortes de mémoires qui ne stockent pas les mêmes types d'informations et surtout qui n'ont pas les mêmes processus, les mêmes procédures de mémorisation. Alors pourquoi c'est important? Ce n'est pas pour faire des listings et des machins, mais parce que vous comprenez tout de suite qu'en cas de pathologie, certains secteurs mnésiques pourront être atteints et puis d'autres pourront être respectés. Ou certains pourront être très atteints et puis d'autres pas tellement atteints, pas trop. Et donc de connaître ce système, ça va nous permettre à la fois de repérer quels sont les sous-systèmes défaillants et surtout quels sont les sous-systèmes qui marchent bien et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, qui seront les points d'appui, en particulier si on pense à l'enfant, puisque moi je ne pense qu'à l'enfant, pour des apprentissages bien sûr. Hein. Voilà. Alors en gros, cette petite, là c'est un petit truc un petit schéma qui résume l'affaire. Donc après, comme ça, on peut aller prendre l'apéro ou le café. La porte d'entrée dans les mémoires, c'est attention, motivation, fonction exécutive. Voilà, ces 3 trucs-là. S'il n'y a pas ça, non mais déjà, c'est même pas la peine de parler de mémoire, de troubles de mémoire ou pas de troubles de mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est l'inverse. On peut aussi trouver des troubles de mémoire, alors qu'en fait, c'est ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, n'oublions jamais la porte d'entrée.
Ces portes d'entrée sont elles qui contrôlent et gèrent les prises d'informations. À quoi je vais faire attention? Qu'est-ce que je veux mettre dans ma mémoire en fait? Je sélectionne les éléments que je vais mettre dans ma mémoire. Ça commence toujours par une mémoire sensorielle, je ne vais pas vous en parler, parce que ça, elle est propre à chaque outil sensoriel, auditif, tactile, gustatif, olfactif, c'est la petite mémoire, la petite Madeleine de Proust, etc. Hein. Ça, c'est l'entrée. Alors, quand on est rentré là, les informations vont soit en mémoire à court terme, soit en mémoire à long terme, soit d'abord en mémoire à court terme, puis en mémoire à long terme. Ça dépend. On va en parler longuement avec les différentes sortes de fins. Donc ça, ce sont un stockage. Mémoire à court terme, c'est un stockage de très faible durée. On dit quelques minutes. Je ne suis même pas sûre que ce soit vrai. Mémoire à long terme, ça va de quelques minutes à toute la vie. Donc là, on a vraiment... donc c'est un très grand stockage. Vous voyez qu'à part, j'ai mis ici mémoire de travail, parce que je ne peux pas le mettre dans la partie stockage. La mémoire de travail ne stocke rien du tout. Donc ce n'est pas une mémoire au sens où on l'entend habituellement, puisque ça ne stocke aucune information. Hein. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Donc je ne l'ai pas mise vraiment dans le stockage, et en même temps, c'est bon, il faut bien que ça rentre quelque part. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans la mémoire de travail, entre à la fois les informations qui viennent du monde extérieur, hein, c'est celle-là, ici c'est le monde extérieur, ici c'est notre cerveau, ça vous va? Et à la fois des éléments qui viennent déjà de ce qui était antérieurement stocké en mémoire à long terme. Et bien sûr, pour les apprentissages, hein, puisqu'on pense, on pense toujours à l'enfant, à quoi ça sert, comment il utilise toutes ces mémoires, c'est les mémoires à long terme, les mémoires de travail et ce qu'on va appeler la mémoire procédurale. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant de comprendre, la mémoire procédurale, hein, c'est quand on mémorise des procédures. Donc là, il y a comment est-ce qu'on récupère les informations dans ces différentes mémoires. La mémoire à court terme, comme la mémoire de travail d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un empant, c'est-à-dire qu'on mesure combien d'éléments la personne peut retenir dans cette mémoire. C'est un nombre relativement faible. Hein, donc on mesure combien un empant, hein, vous savez, c'est la distance normalement entre d'une prise, hein, de la prise pouce-index. Hein. Donc ça, c'est la quantité d'éléments que quelqu'un peut... La mémoire à long terme, on peut la tester, la récupérer de deux façons. Soit on demande au sujet de reconnaître qu'il a précédemment vu, entendu, etc., une information qu'il a déjà stockée. Est-ce que vous avez déjà, parmi les visages que je vous montre ou parmi les mots que je vous fais entendre, est-ce qu'il y en a un qu'on a déjà stocké précédemment? Reconnaissance. D'autres, au contraire, qui s'appellent le rappel. C'est une deuxième façon de récupérer l'information en mémoire à long terme. Là, le rappel, c'est dites-moi quels sont les éléments que je vous ai fait entendre tout à l'heure ou quels sont les éléments que je vous ai fait voir tout à l'heure. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. De reconnaître, la reconnaissance est beaucoup moins coûteuse, donc on dirait plus facile, que le rappel. La reconnaissance, il suffit d'une familiarité. Hein. Vous avez juste la familiarité et vous dites « Ah bah oui, ça je l'ai déjà vu, ça je l'ai déjà entendu. Je sais que je l'ai dans ma mémoire. » Tandis que la rappel, il faut effectivement relister l'ensemble des choses qu'on vous a déjà mis dans votre mémoire ou que vous y avez déjà mises. Le rappel, il peut être, comme on dit, un rappel libre. Dites-moi tout ce que je vous ai, les 5 mots que je vous ai dit tout à l'heure, je vous dis n'importe quoi, hein, ça n'a aucun intérêt, mais enfin bon. Ou bien ça peut être un rappel indicé. C'est-à-dire je donne en plus un petit indice qui va aider à récupérer là dans la grande boîte de stockage, qu'on pourrait appeler une grande bibliothèque, récupérer les éléments dans sa très grande bibliothèque, avec, comme on a une fiche, hein, quand on va en bibliothèque pour classer les livres, eh bien notre mémoire, elle a pareil, des petites fiches qu'on appelle des indices, et donc on peut indicer le rappel en disant, vous rappelez, les 3 premiers mots, je vous les ai dit, c'était des, je vous dis n'importe quoi, des animaux, et les 2 derniers, c'est vous qui me les avez proposés. Donc ça peut être un indice. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi une mémoire donc, qui est dite volontaire, je pense beaucoup aux fonctions exécutives, une mémoire intentionnelle. Vous décidez que vous allez faire attention à ce que raconte Madame Mazot pour essayer de vous en rappeler. Ça, c'est mon optimisme.
légendaire. Ou bien, il y a aussi ce qu'on appelle la mémoire. Donc ça, c'est les fonctions exécutives. Il y a aussi une mémoire un peu, on va dire, spontanée, implicite, où vous ne faites pas exprès, mais ça le fait. Vous allez au cinéma, vous vous rappelez que vous avez vu tel acteur qui a fait une réplique formidable et que tout le monde redit en boucle et je sais pas quoi, et vous n'êtes pas dit en allant au cinéma, ah, faudra absolument que je me rappelle quand tel acteur dit tel truc, vous voyez, bon, comme quand Tom Cruise il dit ça, on s'en fiche, vous allez au cinéma, vous regardez, mais en même temps, vous, pour des raisons probablement liées à votre motivation, à vos émotions et au fait que tout ça vous a plu, c'est ce qu'on appelle la mémoire incidente ou implicite. On va en parler, elle est extrêmement liée aux émotions. Et puis, il y a au contraire une deuxième chose, qui sont les données arbitraires. C'est beaucoup ce qui se passe à l'école. À l'école, si vous voulez, quand on vous dit, je dis souvent cet exemple-là, mais 3 x 6, 18, c'est rare, si vous voulez, les enfants, que ça, voyez, que ça émeut, que ça prend aux tripes. Enfin, faut plutôt s'inquiéter dans ce cas-là. Hein, bon. Donc, il faut quand même qu'ils le retiennent, vous voyez. Il faut quand même qu'un jour, ils finissent par savoir 3 x 6, 18. Et c'est vrai de beaucoup de choses, de l'orthographe, de ceci, de cela. Bon. Et ces données sont complètement arbitraires. C'est intentionnellement que l'enfant doit exprès se motiver, ce qui est pas évident pour se rappeler que 3 x 6, 18. Et donc, il n'y a pas tout à fait les mêmes mécanismes d'apprentissage et de mise en mémoire. C'est beaucoup plus compliqué pour les données arbitraires que pour les données incidentes ou implicites qui sont sous la dépendance de nos émotions, de nos intérêts, de notre motivation, etc. Voilà. Hein. Donc, c'est quand même 2 entrées différentes dans la mémoire. Hein, c'est ce que j'ai mis ici. Hein. C'est 2 entrées. Là, il y a une entrée dite automatique. Elle est vraiment boostée par les émotions et par l'intérêt, etc. Et là, il y a au contraire une entrée dans la mémoire qui doit être volontaire, qui est laborieuse et qui est intentionnelle, qui est coûteuse, qui est difficile et qui est fatigante. Donc, ce n'est pas les mêmes mécanismes. C'est très important de comprendre ça parce que je n'en peux plus qu'on me raconte quand je parle d'un enfant qui a des troubles de la mémoire ici, parce que évidemment les données scolaires, elles sont plutôt là, hein, dans les données arbitraires. Hein. Et qu'on me dise, ah mais je comprends pas, c'est pas possible qu'il ait des troubles de mémoire, parce qu'il se rappelle très bien, je sais pas quoi, les paroles de la chanson machin, ou ce qu'on lui a dit hier. Oui, bien sûr. On n'est pas du tout, on joue plus dans la même cour, hein, c'est 2 mémoires différentes. Voilà. Donc à partir de là, vous voyez bien plusieurs mémoires, plein de cases différentes de mémoire, plusieurs façons d'y rentrer, plusieurs façons de récupérer l'information, donc plein de façons que ça marche à moitié ou que ça marche pas du tout. Voilà. Et donc les bilans vont être complexes. Ça veut dire ça aussi. Un bilan de mémoire, c'est forcément long et compliqué. Voilà. Donc les différentes mémoires. Donc les mémoires transitoires, mémoire à court terme, mémoire de travail. Alors habituellement on va se mettre d'accord là-dessus. Mémoire à court terme, c'est retenir une information, la stocker et la restituer sur quelques minutes. Mémoire de travail, le mot important, c'est pas mémoire, c'est travail. C'est-à-dire qu'on garde actif simultanément quelques éléments pendant quelques instants pour travailler dessus. On ne les stocke pas, on ne stocke rien du tout. Ce qu'on stocke, c'est le résultat du travail. Est-ce que ça vous va? Voilà. Alors, le vrai problème de la mémoire de travail, c'est que d'abord, il faut sélectionner les informations pertinentes, parce que cette mémoire de travail, elle travaille avec très peu d'éléments. 3, 4, 5. Chez l'adulte, on dit 7, plus ou moins 2. Et c'est plus ou moins vrai. Donc, voilà. Et on n'est pas tout le temps à 7 plus ou moins 2 parce qu'on ne pourrait pas toute la journée, voyez. Donc, voilà, ça va entre 3 et 7, 8, 9 pour des adultes hyper doués à certains moments. Donc, il faut déjà sélectionner les bonnes infos qu'on va mettre dans cette mémoire vive, pas mettre n'importe quoi qui servirait à rien. Ensuite, il faut les garder actives. Vous voyez le geste que je fais? Les 2-3 trucs intéressants qu'on vient de récupérer. Déjà, on a bien jugé qu'ils sont intéressants. Bien jugé qu'ils sont intéressants. Attention, fonction exécutive, on est toujours branché. Sinon, ça ne marche pas. Ensuite, je les garde actives quelques instants pour travailler dessus. C'est-à-dire le temps de confronter ces 2-3 trucs ensemble pour en sortir du sens, de la déduction, un calcul, résoudre un problème, etc. pour faire un travail cognitif. Et c'est le résultat de ce travail cognitif qui va être versé en mémoire à long terme.
Donc, vous voyez bien que la mémoire de travail est au service de l'ensemble de la cognition. Hein, c'est pas juste il a ou il n'a pas de la mémoire de travail. C'est que si la mémoire de travail est déficitaire, l'enfant est en grande difficulté dans l'ensemble des apprentissages. Et pas seulement, aussi dans beaucoup d'éléments de la vie quotidienne. Alors, l'analogie, j'aime beaucoup cette analogie, c'est le jongleur. L'idée, c'est que, en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui arrivent successivement, par exemple du langage oral. Prenons, depuis tout à l'heure, je vous parle. Tous les mots que je dis, j'ai beau parler vite, je ne peux pas en dire 3 en même temps. Donc les mots, c'est un peu comme des balles que je vous lance l'une après l'autre. Je peux en dire que l'un après l'autre. Bon. En même temps, vous ne pouvez pas traiter au fur et à mesure les mots que je vous envoie. Si vous les traitez au fur et à mesure, ça ne veut rien dire. Imaginez, j'en dis la mémoire. Alors vous dites, vous traitez, vous savez ce que c'est la mémoire. Je retiens. De travail, vous savez ce que c'est mon job. N'est pas. Ah bon, la mémoire de mon job n'est pas. Quoi? Du stockage. Ah ben non, moi je stocke rien parce que c'est pas du tout mon métier, moi, le stockage. Vous voyez? Et imaginez, au moment où vous arrivez à stockage, il faut que vous ayez encore actif, vous n'ayez pas traité encore, le mot mémoire, le mot travail avec le petit « de » qui relie les deux. La négation n'est pas, la mémoire de travail n'est pas une instance de stockage. Et au moment où vous arrivez à la fin, vous avez compris l'idée. L'idée, c'est juste un seul truc, c'est le concept de ce que c'est que la mémoire de travail et ce que ce n'est pas. Vous jetez tous les mots que j'ai dit et vous retenez le concept que vous mettez dans votre mémoire. Est-ce que vous voyez l'idée? Alors l'idée du jongleur, c'est que les trucs, les infos, arrivent au fur et à mesure, l'un derrière l'autre, on dit séquentiellement, successivement. Vous les gardez actifs, c'est l'idée que vous les gardez en l'air, le temps de travailler dessus. Et puis au fur et à mesure que vous aurez travaillé dessus, vous les balancez, soit vous les jetez, c'est pas intéressant, chaque mot que j'ai dit n'avait aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est le concept final que vous versez en mémoire à long terme. Est-ce que vous voyez l'idée? Bien entendu, comme vous imaginez que vous soyez un très bon jongleur avec 5 balles. Au moment où j'envoie la 6e, vous avez 2 capacités, 2 possibilités. Soit vous laissez tomber les 5 balles et vous repartez avec 5 nouvelles. Ça ne va pas le faire, hein. Je vous le dis franchement, hein. Ça c'est une très mauvaise idée. Soit vous avez déjà traité 3 balles, vous jetez en mémoire à long terme les 3 balles, ou une par terre, une qu'on jette, une qu'on met en mémoire à long terme, et vous récupérez les autres qui arrivent. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est une affaire du diable. Non mais c'est un boulot d'enfer. C'est un boulot d'enfer qui ne s'arrête jamais. Hein, c'est comme les battements du cœur. Hein, ça. La mémoire de travail, c'est pas des fois je m'en sers, des fois je m'en sers pas. C'est en permanence. Il n'y a aucune activité cognitive sans mémoire de travail. Et cette mémoire de travail, comme elle a un nombre limité d'informations, qu'elle peut garder un temps limité, on dit 1 à 2 secondes. C'est quand même effrayant. Alors, puisque c'est limité et puisque les inputs arrivent en permanence, alors vous êtes en permanence obligé de vider, remplir votre mémoire de travail, de lâcher certaines balles et d'en récupérer d'autres. En permanence, vous faites ce travail-là. Il faut lâcher les bonnes, celles qui ont déjà été traitées, bien sûr. Il faut récupérer les bonnes, celles qui sont intéressantes dans le travail cognitif que vous êtes en train de faire. Et ça s'appelle la mise à jour de la mémoire de travail, et c'est les fonctions exécutives qui font ça. Vous voyez tout le boulot un peu? Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de raisons et il y a beaucoup d'enfants qui peuvent avoir des difficultés, soit parce que leur mémoire de travail est trop limitée, au lieu de pouvoir jongler avec 5 balles, ils jonglent avec 2 ou 3, ben ça ne fait pas beaucoup. Hein, soit parce que la mise à jour de la mémoire de travail, vider, remplir de façon pertinente, ne se fait pas correctement. Donc l'idée, l'intérêt de la mémoire de travail, c'est de transformer des entrées séquentielles, comme le langage oral, le langage écrit, je sais pas, le calcul mental, enfin tout ça, de le permettre de traiter simultanément des entrées qui quand même arrivent successivement. Est-ce que vous voyez l'idée? C'est un système absolument génial, extrêmement coûteux sur le plan cognitif et extrêmement fragile.
Alors moi j'aime beaucoup ça, je vous le montre, c'est pour vous amuser. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les écrits de Pierre-Paul Gagné. Je vous, vraiment, allez voir le site de Pierre-Paul Gagné. C'est un Canadien. Comme tous les Canadiens, il a l'esprit clair, simple et pratique. Et ça, c'est ce qu'il dit, parce qu'il explique, et vous savez, ça ne sert à rien de faire de la rééducation tant qu'on n'a pas expliqué aux enfants ce qu'on veut faire avec eux et pourquoi. Et donc, voilà comment il explique, j'ai extrait là, juste 2 dias, hein, comment il explique les problèmes de mémoire de travail chez les enfants, aux enfants. Alors, la mémoire de travail, vous voyez, c'est une petite lampe qui est tout le temps allumée. Hein. Et à quoi ça sert? Alors d'abord, il explique comment ça fait. Donc voilà, c'est juste, je vous montre pour vous dire qu'il est possible de parler de ces choses compliquées aux enfants, de la même façon qu'on peut parler de la fonction exécutive aux enfants, bien sûr pas forcément avec ces mots-là, mais on peut leur expliquer comment ça marche pas, comment ça dysfonctionne et ce qu'on va faire avec eux. Et là, c'est une autre, hein, ou complète. Hein. Bah, ça sert à se souvenir du règlement d'un jeu en même temps qu'on joue. Ah bah ouais, c'est utile ça. Hein. Se souvenir de ce qu'on est en train de lire, ça c'est intéressant. Quand on a fini une phrase, de ne pas oublier la précédente, parce que sinon on ne comprendra jamais ce qui se passe, etc., etc. Donc vous voyez, il leur montre ça, il a des petits films, et sur son site, vous trouverez des petites vidéos. Enfin bon, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Voilà, je voulais justement vous montrer ça. Alors, la mémoire de travail est bien appliquée dans tous les apprentissages, mais il faut savoir que, indépendamment des épreuves que possèdent les orthophonistes, logopédistes, spécifiques pour la mémoire de travail, qui sont des épreuves très pauvres, hein, en général. On fait répéter des chiffres aux enfants à l'endroit, à l'envers. Quelquefois, en milieu des chiffres, on rajoute des lettres. Enfin, franchement, c'est d'une pauvreté absolument affligeante. Vous trouverez quand même des choses mais non, mais c'est vrai, c'est bon. C'est mieux que rien. J'insiste là-dessus. Hein, c'est beaucoup mieux que de ne rien faire. Ça permet de repérer les trucs. Vous trouverez dans effectivement le livre dont Candy a eu la gentillesse de parler, le bilan, la conduite du bilan neuropsychologique chez l'enfant, un certain nombre d'épreuves qui ne sont pas étalonnées en France mais qui sont extrêmement intéressantes pour la mémoire de travail de l'enfant. Et puis, indépendamment de ces épreuves qui sont repérées comme des épreuves, donc tout le monde sait que c'est pour tester la mémoire de travail de l'enfant, je voulais insister auprès de vous, et en particulier peut-être des orthophonistes, sur le fait que tout ce qui est conscience phonologique est extrêmement gourmand en mémoire de travail. Un certain nombre d'enfants ont des problèmes de conscience phonologique, les uns parce qu'ils ont des problèmes de phonologie. Ils ne distinguent pas glace de classe ou tri de dri. Ils n'entendent pas. Ils ne peuvent pas spécifier ces distinctions phonologiques. Mais d'autres échouent ces erreurs tout simplement parce qu'elles sont extrêmement grandes consommatrices de mémoire de travail. Alors, les procédures d'assemblage aussi pour des enfants qui lisent par assemblage au tout début de l'apprentissage de la lecture, c'est des procédures formidables, mais extrêmement coûteuses en mémoire de travail. J'ai un exemple amusant, parce que je l'ai toujours en tête celui-là, mais c'est un enfant à qui je faisais lire le mot robotique. Et alors qu'il lisait en ânonnant péniblement, alors il était à que. Et puis il s'arrête et il voit bien qu'il y a un problème parce qu'il ne sait pas trop ce que ça. Et puis il cherche parce que les enfants ils sont pas bêtes, ils cherchent du sang. Alors il est là, il fait boutique. Et on voit bien que le rot a été perdu. Il a lâché, le temps qu'il fasse tout ça, le pauvre chou, il a lâché la balle du rot. Est-ce que vous voyez l'idée? Voilà. Donc lui, c'est pas qu'il ne sait pas faire l'assemblage, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait 4 syllabes. Bon. C'est vrai que c'est pas gentil, c'était méchant quand même, 4 syllabes. L'épellation, bien sûr, pour les mêmes raisons. Hein, il faut que l'enfant puisse contrôler au fur et à mesure, garder le mot entier dans sa tête, contrôler où il en est de l'épellation au fur et à mesure. Et bien sûr, le calcul mental. Donc j'insiste là-dessus pour vous montrer à quel point il n'y a pas que les épreuves qu'il faut améliorer. Je dis ça parce que vous savez qu'on vous vend peut-être de magnifiques logiciels pour éduquer la mémoire de travail des enfants. Et c'est le magnifique logiciel qui coûte quand même très cher, rééduque bien la mémoire de travail de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant réussit mieux les épreuves de mémoire de travail. Mais la question, c'est de savoir s'il réussit mieux ça, vous voyez ? Et ça, c'est pas sûr. Donc, la mémoire de travail, attention. Donc, c'est
il faut savoir que cette mémoire de travail, bien sûr, elle n'est pas isolée. Interaction constante, je l'ai dit, entre l'attention, les fonctions exécutives et la mémoire à long terme, puisque c'est comme ça que la mémoire à long terme se remplit, entre guillemets. C'est une instance qui est dynamique, puisqu'il faut en permanence récupérer, tenir en l'air et ne pas lâcher, vider, remplir. J'ai oublié de vous dire, mais dans mon idée de jongleur, il y a aussi cette idée que quand vous jonglez, il faut quand même jongler assez vite. Si vous ralentissez trop, toutes les balles tombent. C'est exactement ce qui se passe avec la mémoire de travail. Hein, je pense à des enfants par exemple, qui lisent très lentement. Eh bien, ce n'est pas leur mémoire de travail qui est en cause, c'est simplement que s'ils lisent trop lentement, s'il leur faut trop de temps pour déchiffrer chaque mot ou pour donner du sens à chaque mot, eh bien, ils ne peuvent pas mettre tout ça en mémoire de travail. Et cette instance dynamique, ça suppose un minimum de vitesse de traitement. Alors, ça nécessite d'anticiper les résultats parce que selon vos buts, selon votre consigne, vos objectifs, votre projet, votre intérêt, votre motivation. Si vous n'anticipez rien, vous ne savez pas quoi choisir dans tout ce qui se présente à vous et que vous devez mettre dans votre mémoire de travail. Là encore, c'est les fonctions exécutives, bien entendu, qui sont en jeu. Oh là là, les pauvres fonctions exécutives. Et puis moi j'aime beaucoup, ça c'est le terme de Pierre-Paul Gagné, l'inconfort cognitif. Pierre-Paul Gagné, il dit, il faut que les jeunes, les enfants, qui ont souvent une plus faible mémoire de travail que nous, que les adultes, c'est quelque chose, je vais vous montrer, qui évolue avec l'âge, il faut qu'ils sachent ressentir, qu'ils comprennent à quel moment ils ont débordé leur mémoire de travail, qu'ils sachent reconnaître ce moment-là. Et c'est assez facile de leur faire sentir. Allez, on le fait. Tant pis, on ne fera pas d'autre chose. Je vais vous dire 4 chiffres, c'est très facile. Vous répétez 4 chiffres à l'endroit. Attention, n'importe qui peut être que... 6, 1, 3, 9. Madame. Voilà. Est-ce que c'est difficile? J'ai dit que c'était facile. Vous êtes obligé de dire que c'est facile. Non, mais 4 chiffres comme ça, c'est très facile. Je vais refaire la même chose. Vous allez me redire et vous allez me dire les 4 derniers chiffres de ce que je vais dire. Vous êtes prêts? Sauf que là, je ne m'arrête pas. Et quand je m'arrête, vous allez me dire les 4 derniers chiffres. C'est pas très compliqué, 4 chiffres, c'est pas compliqué. Non, mais je viens de vous montrer que c'est pas compliqué. Vous êtes prêts? 8, 2, 1, 7, 3, 9, 5, 2, 5. Ah, chut! Voilà, j'attendais ce moment-là. Voilà. Et vous voyez ce que c'est, ça, ce moment? C'est le moment où vous sentez que vous lâchez toutes les balles. Est-ce que vous l'avez senti? Il y a le moment où vous dites, ah, non, là. Et en fait, vous avez eu tort. Si on avait le temps, on aurait continué. Et vous auriez vu que vous aviez récupéré. Vous auriez pu récupérer. Mais ce que je voulais juste vous faire sentir, c'est ça. C'est ça qu'on appelle l'inconfort cognitif. C'est le moment où on sent que... Ah, non, 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 non. Et les enfants, ils font ça en classe. Attendez. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? La page 3 de la page 28, l'exercice numéro 4, non, la page 4. Non, attends. L'inconfort cognitif. Une fois, et ça, on le ressent, et on sait que c'est sa mémoire de travail qui est débordée. Enfin, c'est juste pour vous amuser, mais c'est pas seulement de l'amusement. Je pense que ça sert à rien de manipuler des tas de mots si on ne comprend pas non seulement à quoi ils servent, mais comment on peut faire quelque chose avec ça et avec les enfants. Alors, les différentes mémoires permanentes maintenant. Alors là, la mémoire à long terme, c'est vraiment un grand morceau. Là, l'analogie, c'est la très grande bibliothèque. Une bibliothèque sans fin. Donc bien sûr, le vrai problème, ça ne va pas tellement être de la remplir, ça va surtout être de la remplir en sachant où on met quoi. D'avoir des bonnes fiches pour pouvoir récupérer les trucs quand on en a besoin. Si vous mettez tout en vrac, je pense au TDAH par exemple, qui aurait tendance à bien remplir sa mémoire, bon, pourquoi pas, et à sa bibliothèque, je mets tout en vrac. Alors de temps en temps, je trouve un truc, c'est justement celui qu'il me fallait, tant mieux. Ah tiens, c'est pas du tout le bon, ben non, tiens. Mais c'est intéressant quand même, hein. Non mais... Donc le vrai problème, il est là. Il est de remplir, 1, 2, de ranger, 3, de bien savoir quel est son propre système de rangement. Parce que des fois, il y en a des qui rangent et après, ils ne se rappellent plus comment ils ont rangé. Alors, grosse différence donc entre la mémoire à long terme et la mémoire de travail. Ça, vous allez avoir les DIA, donc c'est peut-être pas la peine de passer là-dessus longtemps. Donc là, en mémoire à long terme, contrairement à la mémoire de travail, en mémoire à long terme, le nombre de trucs que vous pouvez mettre dans votre mémoire à long terme, c'est illimité. On ne connaît pas de limite à cette affaire-là, il n'y a pas de raison qu'il y en ait. La durée du stockage, ça peut être à vie.
Il y a des trucs, moi je vois, plus je vieillis, plus je me rappelle de trucs anciens. Vous voyez, c'est pas bon signe, mais bon. Mais ça montre que c'est vrai. Mais ça montre que c'est vrai. C'est une expérience personnelle qui montre que c'est vrai. Traitement des informations, ça c'est très important. En mémoire de travail, c'est ce qu'on appelle un traitement de surface. C'est-à-dire qu'on se rappelle, si c'est auditif, la forme phonologique, ou l'accent, ou la musicalité, ou etc. Si c'est visuel, on se rappelle la forme globale, les couleurs, etc. Au contraire, en mémoire à long terme, vous pouvez oublier complètement la forme de surface. Vous faites des traitements sur le fond, c'est-à-dire sur le sens, sur le concept, sur les liens sémantiques. Le maintien des informations en mémoire de travail se fait par la répétition. Quand vous n'avez pas le temps de faire le travail dans les 2 secondes où votre mémoire de travail veut bien jongler avec quelque chose, vous pouvez vous répéter, vous auto-répéter les informations, c'est-à-dire faire passer plusieurs fois les mêmes balles dans le même travail. Au contraire, le maintien des informations en mémoire à long terme, c'est de les utiliser. Une information qui n'est jamais utilisée, elle va être perdue. On appelle ça la réactivation. Deuxième moyen, les mises en relation. Un truc qui est isolé, un savoir qui n'a rien à voir avec le reste de ce qu'il y a dans votre mémoire, a beaucoup plus de chances d'être oublié. Au contraire, si vous arrivez à faire des liens avec les autres savoirs antérieurs, sous une forme ou sous une autre, vous maintiendrez beaucoup mieux l'information. La récupération des informations en mémoire à long terme, elle est sélective. Vous pouvez ponctuellement récupérer tel élément, vous n'avez pas besoin de tout récupérer depuis le début. Et puis, là j'avais mis le rôle par rapport aux fonctions linguistiques, on va en parler tout à l'heure si j'ai le temps. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il faut bien comprendre que la mémoire de travail, je l'ai dit tout à l'heure, elle est alimentée par ce que vous êtes en train de lire, ce que vous êtes en train de penser, ce que vous êtes en train d'écouter, ce que vous êtes en train de regarder, mais aussi par des éléments que vous avez déjà en mémoire à long terme. Et à l'inverse, bien sûr, votre mémoire de travail, c'est elle qui, quand elle va avoir fini son travail, va injecter dans votre mémoire à long terme des tas d'informations conceptuelles. Ça va ? Voilà. Alors, cette mémoire de travail, cette mémoire à long terme, pardon, cette mémoire à long terme, cette mémoire quasi définitive. 2 grands, on va dire, dans cette bibliothèque, on a quand même 2 grandes salles. Une salle qu'on appelle la mémoire procédurale et l'autre la déclarative. Écoutez, procédure, ça veut dire savoir-faire. Déclarative, ça veut dire je cause, je déclare. Je n'ai rien à déclarer quand j'arrive à la douane suisse. La procédurale, c'est donc essentiellement des habiletés, des savoir-faire perceptivo-motrices ou cognitives. C'est les apprentissages, la façon dont on le fait, généralement on ne peut pas l'expliquer consciemment. Vous n'expliquez pas à votre fils ou à votre petit-fils comment faire du vélo. Mon chéri, tu mets le pied sur une pédale, tu appuies, alors en même temps tu fais attention de ne pas perdre l'équilibre. Bon, ça ne va pas le faire. Donc vous le mettez sur un vélo, vous courez derrière et vous attendez qu'il découvre, mais c'est vrai, et vous attendez qu'il découvre comment tout ça s'arrange. Bon. Donc c'est important, c'est des apprentissages qu'on appelle implicites, c'est le tout début de l'apprentissage du langage. Vous ne mettez pas devant les bébés pour leur dire « Oh, mon chéri, aujourd'hui, je vais t'apprendre 10 mots. » Vous lui parlez, voilà, et puis il apprend des mots. Voilà. Il ne sait pas comment, vous non plus. Il y a même des fois où vous dites « Mais d'où il connaît ces mots-là ?» Il les connaît. Donc, ça le fait. Procédure. Et donc, on dit souvent il s'agit de savoir comment. La mémoire déclarative, au contraire, elle est formidable, c'est des savoirs verbalisables. Je peux vous dire comment j'ai appris l'imparfait du subjonctif. Mais je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Mais sinon, je pourrais si je voulais. C'est des apprentissages conscients, explicites, dont on peut parler, donc qu'on peut facilement transférer verbalement. Et donc, je crois que j'ai bougé quelque chose, non ? Ça va ? Et donc, on dit savoir quoi ? Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste pour embêter les étudiants en neuropsychologie qu'on fait des subdivisions dans la mémoire. Vous remarquerez que ce n'est pas du tout dans les mêmes zones, on s'en fiche, c'est juste pour vous montrer qu'on connaît et que ce n'est pas du tout dans les mêmes circuits cérébraux que les choses se passent. Là encore, qu'est-ce que ça veut dire ? Que certaines de ces mémoires peuvent être atteintes et d'autres pas du tout, ou beaucoup moins.
Alors, la déclarative toute seule maintenant. Prenons la déclarative, dont je viens de dire, savoir verbaliser, blablabla. Eh bien, elle-même, elle est resubdivisée en 2 autres salles à l'intérieur de ma très grande bibliothèque. Des salles qu'on ne mélange pas. Attention, on ne mélange pas tout. Il y a ce qu'on appelle les connaissances générales, le savoir général sur le monde, qu'on dit aussi connaissances sémantiques ou mémoire sémantique. C'est des choses qu'on sait, on ne sait pas d'où on les sait, il n'y a pas d'affect particulier là derrière, le soleil se lève à l'est, Rome est la capitale de l'Italie, il y a les forêts, forêt ça veut dire qu'il y a des arbres, les arbres c'est des trucs qui ont des feuilles vertes, on sait ça, c'est tout. On ne sait pas quand on l'a appris, peut-être qu'on l'a même jamais appris, je ne sais pas. Et puis il y a ce qu'on appelle la mémoire épisodique, où là ce qu'on stocke, c'est des épisodes que l'on a vécus. Vécu, ça veut dire ressenti, ça veut dire émotion, plus ou moins, hein, bon, c'est pas forcément tout, mais ça veut dire quand même du vécu, du truc ancré là dans nos tripes. Donc évidemment la mémoire biographique, mais pas seulement, mais évidemment la mémoire biographique, ça va ? Et là encore, puisqu'il y a 2 compartiments, il y en a des qui pourront être préservés quand les autres seront mités. Ça va ? Alors maintenant, vous voyez où j'en suis. Je vais prendre la mémoire... Ah non, c'est ça que je voulais vous montrer. Mémoire épisodique, mémoire sémantique. On est parti. Épisodique. Ah non. Épisodique, c'est se souvenir d'événements qu'on a vécus. On peut dire qui, où, quand et comment. Je sais où, je me rappelle la première maîtresse d'école que j'ai eue en CP. Et je revois mon école de CP. Et je me rappelle quand on disait j'aime, tu aimes, ES, nous aimons, ONS, etc. Et je me rappelle que je ne comprenais pas ce qu'elle nous voulait. À quel moment on pouvait dire des choses pareilles, j'aime tu aimes, ES, nous aimons, ONS. Je me rappelle très bien de ça. Donc vous voyez, ah oui, quand on a 6 ans, des fois il y a des trucs qu'on ne comprend pas bien. Et on peut dire où, quand, comment, on le revoit, et on peut même réévoquer le contexte émotionnel. C'est la petite Madeleine de Proust. C'est sa mémoire biographique qui contient non seulement des faits personnels, mais aussi une mémoire collective. Je n'étais pas là le jour du 11 septembre aux États-Unis, à New York, mais je sais ce qui s'est passé, etc. J'entends par exemple des chansons, qui sont des vieilles chansons, que je n'ai jamais entendues, je ne sais pas qui c'était, mais c'était du temps de mon grand-père, machin, etc. C'est un événement collectif. Je suis au courant que Johnny Hallyday est décédé. Ce n'est pas ma mémoire biographique, mais parce que tout le monde en a parlé, c'est ce qu'on appelle un fait culturel. La mémoire sémantique, donc, c'est les connaissances générales et universelles, le sens des mots, les concepts, les représentations du monde, indépendantes de l'expérience personnelle et qui ne sont pas chargées émotionnellement. Ça va ? Beaucoup de ces connaissances sémantiques ont d'abord été initialement épisodiques. Quand je dis c'est les représentations du monde, peut-être qu'au Moyen-Âge, les représentations du monde, en tout cas en Europe, c'était que la Terre était plate. Bon, il y avait longtemps que les Grecs savaient que la Terre était ronde, mais ça fait rien. Vous voyez ? Et puis après, c'est devenu une connaissance générale, on ne sait plus où on l'a appris. Ouais. Et certaines informations peuvent être et épisodiques et sémantiques, bien sûr. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est des connaissances générales que tout le monde partage, alors qu'on ne partage pas tous la même vie, évidemment, et tous la même biographie, mais on partage toutes ces connaissances, mais pour certains, elles peuvent aussi avoir une charge émotionnelle particulière. Donc, synthèse de toutes ces mémoires. Des mémoires transitoires, des mémoires permanentes. Les mémoires transitoires, retenez essentiellement la mémoire de travail, c'est elle qui est importante, ce n'est pas la mémoire à court terme. Les mémoires permanentes, la déclarative, la procédurale. Procédurale, c'est les procédures, c'est les savoir-faire. La déclarative, elle est explicite et consciente. Et elle se divise en 2, les connaissances générales et ce qui est plus biographique et personnel. Et la procédurale, je l'ai dit, les savoir-faire. Et tout le reste, indispensable pour les apprentissages académiques et scolaires. Donc vous voyez que ça fait beaucoup, c'est ça que je voulais montrer, hein, vous voyez que ça fait quand même beaucoup de mémoires qui doivent collaborer, qui ne font pas le même job, c'est pas juste il a de la mémoire ou il n'a pas de la mémoire,
il a une bonne mémoire et une mauvaise mémoire. Toutes ces mémoires différentes doivent collaborer pour permettre les apprentissages académiques et scolaires. Alors, je voulais vous dire un mot aussi d'une mémoire dont je ne vous ai pas parlé du tout, qui s'appelle la mémoire prospective. Se souvenir que l'on doit faire quelque chose tout à l'heure. Je dois éteindre le four dans 20 minutes. Ça, des fois, vous voyez, ça oublie. Je dois aller à un rendez-vous dans 1 heure, etc. Vous voyez, quelque chose, il faut s'en souvenir pour un acte qui va se produire dans le futur. Et quand on aura atteint ce moment, cette deadline, on pourra jeter l'affaire. On n'a pas besoin de le garder. Cette mémoire-là est très fragile, en fait. Elle nécessite un bon repérage temporel, ce qu'on appelle une horloge interne. Hein, vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin de regarder leur montre toutes les 5 minutes et d'autres pas. Qui savent très bien. Il y a même qui savent se réveiller à l'heure, etc. Elle est très importante, cette mémoire dont je vous ai peu parlé parce qu'on la connaît très mal sur le plan neurologique. Elle est très importante dans la vie quotidienne. C'est presque toujours quelque chose qu'on a à faire. On doit aller prendre l'autobus, on doit rendre un devoir pour telle date, on doit faire ceci tout à l'heure ou demain. Elle est extrêmement fragile, c'est la plus fragile de toutes nos mémoires, alors que c'est une qui est très utilisée dans la vie quotidienne et finalement une des plus mal connues au niveau neurologique pour l'instant. Et vous voyez, voilà, hein, évaluation peu normée, bon. On n'a pas vraiment quelque chose pour évaluer ça. Il y a beaucoup de gens s'en plaignent. Alors, essentiellement des adultes. Chez l'enfant, beaucoup moins, parce que chez l'enfant, on la sollicite moins et qu'elle est souvent très immature. Hein. Si vous dites à un enfant, tu penseras demain à donner à manger aux poissons rouges, il y a beaucoup de chances que les poissons rouges meurent de faim. Hein. Mais souvent, non, mais s'il a 7 ans, il vaut mieux que vous retéléphoniez. Vous voyez, t'as pensé à donner à manger aux poissons rouges? Mais à partir de 10-12 ans, c'est une mémoire qui commence un peu à être efficace. Après, il y a des gens chez qui elle l'est jamais. Hein. Mais à ce moment-là, c'est un gros handicap pour la vie quotidienne. Hein, voilà. Donc, première conclusion. La mémoire est un système évolutif qui évolue avec l'âge, avec les expériences, avec les apprentissages. Hein. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, que c'est comme un muscle, que plus on l'entraîne, et plus ça... Non, ça, c'est pas vrai, ça marche pas, c'est des sottises, ça, vraiment. Bon. Mais il est vrai quand même que cette mémoire évolue avec les apprentissages et son utilisation, comme tous les systèmes cérébraux et fonctionnels. C'est un système très dynamique, c'est-à-dire que ce système doit être en permanence sollicité. Non seulement il stocke, mais il stocke pas de façon passive, c'est ce que je vous ai dit. Il faut en permanence réutiliser les savoirs, sinon ils se perdent, ils s'effacent, ils se délitent. Donc c'est important. Les apprentissages, cette mémoire permet des apprentissages cumulatifs. C'est extrêmement important parce que c'est le but de l'école. C'est que les apprentissages s'accumulent. Si vous apprenez quelque chose et que vous construisez sur du sable, que ce que vous avez appris précédemment s'efface, vous ne pouvez pas apprendre. Donc moi j'aime beaucoup cette phrase qui est en fait, vous savez, une phrase de Jean-Claude Amezen qui fait une très belle émission qui s'appelle Sur les épaules de Darwin. Et donc je lui ai piqué ça. Et j'ai écrit sur les épaules, là c'est pas Darwin, mais grâce à la mémoire à long terme, effectivement, on s'installe, et grâce à l'école, à la scolarisation, sur les épaules des générations précédentes. On n'a pas besoin de tout redécouvrir, et donc c'est comme ça qu'on avance beaucoup plus vite. Mais ces mémoires, c'est un système absolument très puissant, très complexe, très puissant, mais très fragile. Hein, on peut faire des confusions. Vous savez que les témoins, même vous, vos propres souvenirs, quand vous les confrontez avec ceux de vos frères et sœurs, des fois vous dites, attends, c'est pas possible. On n'a pas vécu la même chose. Si, mais on n'a pas retenu la même chose. Donc il peut y avoir des confusions, des amalgames, des erreurs, des oublis, et puis en permanence une reconstruction des souvenirs. À chaque fois qu'on les remobilise, ce qui est indispensable pour les garder en mémoire, en fait, il y a une reconstruction de ces souvenirs. Voilà, donc c'est presque comme on les a vécus, mais tout à fait presque et de plus en plus presque. Oui, mais il faut en être conscient parce que on croit absolument que les choses sont comme ça. Non, la mémoire, ce n'est pas une photographie passive de ce qu'on a vécu. Pas du tout. Hein. C'est une perpétuelle reconstruction évolutive et dynamique. C'est ça qu'il faut bien voir. Donc c'est la base de notre identité
Et vous savez bien sûr que quand on est vieux et qu'on perd la mémoire, on perd plus que la mémoire, on perd sa personnalité, on perd ce qu'on est en tant qu'humain. Alors, un petit mot du développement chez l'enfant. Comment se développent toutes ces mémoires chez les enfants? D'abord, vous savez qu'on a beaucoup parlé de l'amnésie infantile. Alors, comme ça, c'est pratique. Vu qu'il est amnésique, il ne se rappelle pas, c'est formidable. En fait, sur quoi on s'est basé? Tout le monde a cette expérience, si on a vérifié que c'était vrai pour tout le monde, c'est qu'en fait, les premiers souvenirs, quand vous demandez à des millions de gens partout dans le monde, quelle que soit leur culture, à quand remontent leurs premiers souvenirs, c'est vraiment 2-3 ans, c'est vraiment la barre minimale. Il y a beaucoup de gens, tout à fait normaux, qui ont un mal de chien à évoquer quelque chose avant 5-6 ans. Ou alors juste un truc très flou, une vague image de je sais pas quoi, ils savent pas. Voilà. Donc on s'est dit, mon Dieu, donc avant, là, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ils sont amnésiques. Ah bon? Alors, donc j'ai écrit les souvenirs personnels pas avant 2, 3, voire 5 ou 6 ans. Voilà. Et pourtant, les bébés apprennent. Voilà, Dieu sait qu'ils en apprennent avant 5 ans. Et je dirais que 80% des apprentissages des humains se font entre 0 et 3 ans. Donc, le problème est là. Premièrement, en fait, ça ne serait pas tellement qu'ils ne mémoriseraient pas, c'est surtout qu'on ne pourrait pas avoir accès à ces souvenirs d'avant 3 ans. Ce n'est pas qu'ils n'existeraient pas, c'est qu'on n'y aurait pas accès consciemment, parce que ce serait probablement l'accès à la verbalisation qui permettrait, comme dans la mémoire explicite, qui permettrait cet accès aux souvenirs. Et puis, une autre explication encore beaucoup plus forte et beaucoup plus probable, c'est que l'immaturité des fonctions exécutives, des lobes préfrontaux, ne permettrait pas le stockage de ces mémoires sous une forme récupérable. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, puisque l'enfant construit des savoirs, bien entendu, très importants à cet âge-là, mais on ne peut pas les récupérer. En tout cas, ce n'est pas grave, parce que l'enfant en fait quelque chose, manifestement. Le vrai problème chez le tout petit, c'est que, comme mémoire à long terme, il a ce qui fonctionne, ce qui marche, ce qui est formidable, c'est sa mémoire procédurale, et sa mémoire procédurale implicite. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir lui expliquer des trucs et les lui faire répéter, je ne sais pas quoi, il s'en fiche. La mémoire déclarative, elle, vraiment ne commence à se mettre péniblement en route que vers 3, 4, 5 ans, et encore, ça dépend beaucoup du niveau de langage de l'enfant. Donc, attendez, là, il manque un truc. Ah, voilà. La mémoire de travail, elle, je vais vous montrer, on a un petit embryon de mémoire de travail vers 2, 3, 4 ans, qui est une mémoire de travail visio-spatiale, visuelle et visio-spatiale, excusez-moi. Mais réellement, la mémoire de travail de l'enfant, en particulier auditivo-verbale, ça commence vers 5-6 ans. Et c'est le tout début. Vous remarquerez que c'est aussi le début de la scolarisation. Partout, entre 5 et 7 ans, c'est voilà. Donc, ces mémoires procédurales chez le bébé, on les connaît bien. On a commencé par des travaux d'imitation. Vous savez, vous avez tous vu ces petites... voilà. On présente des actions motrices simples. Les bébés on teste l'enfant 24 heures après, une semaine après, 4 mois plus tard. Et bien, on voit que les bébés... je vais vous montrer même que les bébés peuvent faire plus... Pendant les bébés de 9 mois, ils peuvent se rappeler de quelque chose. Donc, ils peuvent faire une imitation avec 24 heures de décalage. À 14 mois, on peut aller jusqu'à une semaine. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà une mémoire de rappel. Ils peuvent se souvenir que quelque chose leur a été montré, a déjà été fait. Là, c'est amusant comme tout, parce que vous voyez que c'est des bébés de 2 mois qui s'en souviennent pendant 24 heures. C'est très, très marrant. On met un petit mobile, un petit truc qui fait du bruit ou qui fait mignon au pied du bébé, qui gigote de façon incontrôlée. Quand il gigote, ça fait du bruit. Et ça l'amuse, il trouve ça super. Et pendant 2 mois, il se rappelle. Et donc, non seulement il trouve ça super, mais il fait exprès de bouger les pieds. C'est ce que j'avais oublié de vous dire, excusez-moi. Il fait exprès de bouger les pieds. Et pendant 24 heures, à 2 mois, il va se rappeler de cet effet-là. C'est-à-dire que quand vous allez lui remettre quelque chose au pied, il va s'agiter comme un fou pour essayer de faire du bruit. Des fois, ça en fait, des fois, ça en fait pas, parce que les expérimentateurs sont très pervers. Si le bébé a 3 mois... il va s'en souvenir à un délai d'1 semaine et 6 mois, 15 jours. Donc vous voyez,
Hein. Conclusion, les bébés reconnaissent le signal spécifique, se souviennent de la relation entre le signal et le résultat, et ça dès 2 mois. Avant, on n'a pas pu le mettre en évidence. Alors, les mémoires à long terme, donc là vous reconnaissez la déclarative, la procédurale, je pense que maintenant vous êtes presque au point. Oui, non, parce qu'au début on a un peu dépassé par, par toutes ces subdivisions. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette mémoire procédurale, c'est elle qui fait tout le travail chez les bébés entre 0 et 3 mois. C'est là tout ce qui est les apprentissages moteurs, les apprentissages langagiers, etc. C'est dans cette mémoire procédurale. Et puis au contraire, la mémoire procédurale, la mémoire déclarative, elle commence tout doucement à se mettre en place à partir du moment où le langage est bien là, aux alentours de 3 ans. C'est aussi la raison pour laquelle ce n'est pas la même façon, ce n'est pas la même chose d'apprendre ce qu'on appelle le langage de base, le langage des bébés de 2-3 ans, en lien comme ça familial, ou d'apprendre explicitement une seconde langue après 3 et 5 ans. Et de toute façon, même dans sa langue maternelle, ce n'est pas la même chose d'apprendre le début du langage qu'on dirait le langage de base et ce qu'on appellerait plus tard le langage plus élaboré dont l'enfant aura besoin pour aller à l'école. Et vous savez qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont un pas mauvais langage de base, ils n'ont pas de dysphasie, hein, ils n'ont pas de trouble d'apprentissage procédural du langage, mais qui ont des difficultés à avoir un niveau de langage correspondant réellement à leur âge réel. Ça ne dépend pas des mêmes processus d'apprentissage, ça va ? Alors, le développement de la mémoire de travail, eh bien, elle est extrêmement linéaire. Donc, vous voyez, là, c'est la mémoire des chiffres, donc la mémoire de travail auditivo-verbale. Vous voyez que jusqu'à 4 ans et demi, 5 ans, ça veut dire 1 ou 2 chiffres à l'envers, un chiffre, vous ne pouvez pas le répéter à l'envers, c'est ridicule. Bon. Donc, non, mais vous savez, vous trouvez dans les publications, c'est extraordinaire, il y a des gens, rien ne gêne. Il faut au moins qu'il y en ait 2, évidemment, pour pouvoir répéter à l'envers. Mais vous voyez que jusqu'à 6 ans, il n'y a presque rien. Hein, alors que la mémoire à court terme, on pourrait dire, commence à se mettre en place quand même. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que dans la WIPSI 4, la dernière version de la WIPSI, ils ont deux petites épreuves de mémoire de travail visuelle et visio-spatiale, parce que ça commence un petit peu plus tôt que la mémoire de travail auditivo-verbale. Simplement, faites attention, ça ne vous dit rien sur la qualité de la mémoire auditivo-verbale. C'est tout. Donc le développement de la mémoire de travail, il dépend des fonctions exécutives et de l'attention. Oh bah tiens, quelle surprise. Donc chez les petits, c'est d'abord de la mémoire de travail visuelle et visio-spatiale. Et c'est ça que je voulais vous montrer pour les TADA, parce que j'ai trouvé ça formidable. Vous la connaissez, cette petite courbe, elle est trop bien. C'est de la mémoire de travail visio-spatiale. Alors là, vous voyez les âges. Et là, c'est des pourcentages de réponses correctes. On s'en fiche un peu. Ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de l'âge, voilà, les points noirs, c'est les enfants normaux, contrôle. Alors, vous voyez, il y a des enfants contrôle qui ne sont pas plus doués que les TDAH. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est que les enfants contrôle, globalement, il y en a qui sont beaucoup plus doués, il y en a qui sont moins doués. Il y a une répartition des points un peu partout. Mais ce qu'on voit, c'est que les enfants contrôle évolue régulièrement avec l'âge. La mémoire de travail des enfants contrôle évolue. Regardez, en vert, là, en bleu-vert, je ne sais pas comment vous le voyez, bleu ou vert, voilà la courbe globale. Alors, vous voyez que ça ne progresse pas chez l'enfant TDAH. Parce que ce progrès de cette mémoire de travail, il est en lien avec l'attention et les fonctions exécutives. Il est très dépendant. Donc, synthèse. Ah ben ça c'est beau, hein. Petite diade synthèse, avec les diades synthèse, vous en sortez. Les sous-systèmes mnésiques. Donc, la mémoire procédurale, dès la naissance, ça évolue peu. C'est-à-dire que ce n'est pas une mémoire qui grandit. Elle est d'emblée, quasiment, à son effet maximal. L'enfant, il apprend plein de trucs. Et toute sa vie, on peut apprendre plein de trucs avec sa mémoire procédurale. Mais ce n'est pas une mémoire qui évolue. Et c'est une sorte de boîte à outils qui existe d'emblée. On n'en a pas vraiment conscience et elle est très robuste. Ça veut dire qu'elle va être très rarement atteinte. On ne connaît pas de pathologie chez l'enfant qui atteigne la mémoire procédurale.
La mémoire épisodique et biographique et la mémoire sémantique, au contraire, regardez, donc c'est les deux, c'est à L2, ça forme la mémoire déclarative, vous vous rappelez. C'est des mémoires qui évoluent énormément. Recyclage neuronal, ça veut dire qu'elles évoluent avec l'âge, les expériences, les apprentissages, qui remodèlent en permanence les réseaux de notre très grande bibliothèque. C'est ça que ça veut dire. C'est une mémoire explicite et consciente, très importante pour le langage, la scolarité. Ce sont des mémoires très fragiles, très très fragiles. Voilà, ça va ? Alors, les liens entre la mémoire et les autres fonctions cognitives. Les mémoires, je l'ai déjà dit, c'est un module, on dirait, un système cérébral isolable, avec un S, bien sûr, un système complexe. Bien entendu, vous ne mémorisez pas de la même façon si vous avez 3 ans, 8 ans, 12 ans, 18 ans, 27 ans. Mais en fait, ça ne dépend pas tellement de votre âge chronologique, de votre âge administratif. Ça dépend de vos capacités intellectuelles, de votre intelligence générale. Ce qui compte, ce n'est pas tellement que vous ayez 4 ans ou 8 ans ou 12 ans d'âge administratif, c'est que vous ayez 4 ans, 8 ans ou 12 ans d'âge mental. De façon à organiser, à choisir les éléments que vous allez mémoriser, à les organiser et à les récupérer en fonction de votre intérêt, de votre motivation et de votre âge mental. Vous me suivez là ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un enfant, il mémorise comme il comprend. Si l'enfant, il a 8 ans d'âge réel et que vous lui trouvez, je vous dis n'importe quoi, une mémoire comme un enfant de 5 ans, mais s'il raisonne comme un enfant de 5 ans, s'il comprend la vie comme un enfant de 5 ans, c'est normal. Ce n'est pas un trouble de la mémoire, c'est ça que je veux dire. Et puis, bien sûr, je l'ai dit, c'est amplement dépendant de l'attention et des fonctions exécutives à tous les niveaux, bien sûr, les deux étant liés également. Donc, vous voyez qu'avant de parler de troubles de la mémoire, il va falloir déjà décanter un peu tout ça. En même temps, je crains, moi, que c'est parce qu'il faut décanter tout ça qu'on ne s'occupe jamais de la mémoire. C'est dommage. Parce qu'on peut aussi avoir des troubles ici. Alors, très important, j'ai dit, la motivation, les émotions, etc., c'est vachement important pour la mémoire. Tout le monde comprend que si on n'est pas motivé, si on n'est pas intéressé, si on n'écoute pas, si là, ce que je vous raconte, vous dites « Mais mon Dieu, je croyais que j'étais venu pour une conférence sur comment faire refleurir les orchidées », c'est sûr que vous n'êtes peut-être pas tout à fait en phase avec ce que je raconte et donc vous n'allez pas faire attention. Vous vous ennuyez comme tout et vous n'allez rien retenir de cette affaire. C'est, je dirais, certainement au niveau de l'attention et de la mémoire qu'il y a le plus de liens entre ce qu'on a appelé la cognition chaude, les émotions, et la cognition froide, l'intellect, le langage, la mémoire, les praxis, etc. Vous avez entendu, vous connaissez je trouve que c'est assez bien dit. Maintenant, on parle de la cognition froide. Ça veut dire objective. L'enfant, comment il parle, comment il mémorise, comment sont ses praxis, comment il sait lire, comment il sait écrire, les fonctions intellectuelles. Et puis la cognition chaude, les relations sociales, la cognition sociale, les émotions, comment elles sont gérées, etc. Eh bien, certainement, c'est dans la mémorisation, l'attention et la mémorisation, c'est ces deux fonctions-là qui sont le plus en lien, certainement, avec les émotions et ce qu'on a appelé le circuit de la récompense. Vous savez, c'est un petit mot rigolo, en fait, qui est le circuit de la motivation, de la satisfaction, anticiper quelque chose qui vous plaît ou qui va vous faire plaisir ou qui va apporter un plus. Ce circuit-là qui est là, émotion, circuit de la récompense, directement en lien avec l'attention et directement en lien avec la mémorisation. Donc ça, c'est très intéressant et très important. Avec le langage, évidemment, la mémoire de travail a un lien direct avec l'acquisition d'un lexique au-delà du langage de base. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure ? La richesse lexicale au-delà de ce qu'apprennent les bébés à la maison, vite fait, bien fait, et en particulier aussi pour une deuxième langue vivante. Pas de mémoire de travail, médiocre mémoire de travail, grosse difficulté lexicale pour apprendre les mots spécifiques.
vous savez qu'on a montré qu'à l'école, selon les classes, enfin le niveau scolaire, les enfants apprennent de 600 à 1000 mots nouveaux par an, qui sont des mots spécifiques qu'on ne retrouve jamais dans le langage de base, c'est-à-dire dans le langage conversationnel. Hein, c'est des mots qui ne sont jamais réactivés dans la cour de récréation ou à la maison. Jamais. Donc, ce lexique-là va être très difficile à apprendre, et aussi celui d'une langue vivante deuxième. La mémoire de travail et de langage, compréhension pour les difficultés de compréhension pour les phrases longues, les consignes longues. L'enfant ne comprend pas. Les parents, pleins de bonne volonté, se lancent dans des longues explications. Et plus les parents expliquent, moins l'enfant comprend. Pourtant, il n'est pas bête. Rien à voir. Et bien sûr, la compréhension de texte, là encore, dès qu'ils sont un petit peu longs, un peu complexes, un peu touffus. Et là, c'est pareil que s'il s'agisse de langage oral ou de langage écrit, bien sûr. Ça, c'était pour la mémoire de travail, vous avez compris, mémoire transitoire. Maintenant, moi, je vous parle de la mémoire à long terme, et c'est lié avec le langage oral. Alors, déjà, il faut construire ce qu'on appelle les réseaux sémantiques. Ça, vous savez que les réseaux sémantiques, c'est les réseaux qui mettent en lien les différents sens des différents mots et qui font que vous vous rappelez ce que veut dire boustrophédon. Je vois qu'il y en a qui ne se rappellent pas. Donc, ah oui, il y en a qui ne se rappellent pas. J'espérais bien un peu quand même. Bon. Donc, c'est quand même, il y a des mots un peu pas évidents, dont vous vous rappelez le sens, parce qu'ils sont inscrits dans vos réseaux sémantiques et qui sont reliés à d'autres mots. Bien entendu, il y a des mots que tout le monde connaît, il y en a qui sont spécifiques à un domaine, par exemple dans votre profession ou dans vos loisirs, etc. La mémoire à long terme sert à augmenter la base de connaissances, bien sûr, de connaissances générales, c'est le but. Je dirais que c'est le but premier de la mémoire à long terme, c'est d'avoir un stock de connaissances qu'on va pouvoir utiliser dans différents domaines. Et donc, c'est un rôle très important pour tous les apprentissages scolaires. Sans mémoire à long terme, pas d'apprentissage scolaire et encore moins cumulatif. Alors ça, c'est la même que tout à l'heure. Vous allez dire, montre la même. Non, parce que ce que je voulais vous montrer maintenant avec celle-là, c'est que quand vous faites des apprentissages scolaires cumulatifs, eh bien, le fait d'emmagasiner beaucoup de choses dans votre mémoire, d'avoir des réseaux sémantiques de plus en plus touffus et de plus en plus reliés les uns aux autres, d'avoir un stock de connaissances de plus en plus important et là encore des connaissances de plus en plus reliées les unes aux autres, bien sûr, eh bien, ça a un effet formidable parce que ça améliore aussi votre capacité à raisonner, à déduire et à comprendre toutes ces choses-là. Alors, pourquoi c'est intéressant cette diapo? Vous allez me dire, ouais, bon d'accord, on pourrait s'en passer de celle-là. Mais non, on ne pouvait pas s'en passer. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui disent, ou qui disaient, la mémoire à l'école, ça suffit, on en a marre d'apprendre par cœur des trucs que les gosses, ils répètent patouilla, et puis là, ça n'est pas, ce qu'il faut, c'est qu'ils raisonnent, qu'ils comprennent, qu'ils réfléchissent. Et puis il y en a d'autres qui ont dit, oui, mais d'accord, mais on ne raisonne pas sur rien, sur rien, il faut de la mémoire. En plus, à l'époque, on pensait que c'était comme un muscle, il fallait entraîner la mémoire, et je ne sais pas quoi. Bon. Mais ce n'est pas ou dessert ou fromage. Je vous ferai remarquer que les flèches vont dans les deux sens. C'est ça que je veux vous dire. On a besoin d'une base de connaissances pour raisonner. Et on a besoin de raisonnement pour construire une base de connaissances qui soit adaptée, avec des liens convenables et qui ait du sens. Donc c'est les deux. C'est et fromage et dessert. On ne recule devant rien. Donc je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce que j'ai le temps là? Vous voulez un petit... juste pour vous amuser ou... Vous êtes assez amusé comme ça, peut-être, non? Non, mais écoutez, on est entre nous. Je trouve qu'à la fois, on est nombreux, mais la salle est conviviale et je trouve qu'on peut... voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse, parce que quand on parle de mémoire, c'est toujours quand même la question. Donc, voilà. Il faut savoir que, oui, la mémoire, pour apprendre des trucs qui vous tiennent pas aux tripes, je parle des trucs de l'école, les apprentissages académiques, il faut répéter. Pas forcément à l'identique, mais il faut répéter. L'effet des répétitions est le premier effet pour mémoriser. Vous pouvez dire les choses comme vous voulez, c'est pas rigolo, mais c'est comme ça. Très important, l'effet des délais entre les répétitions. Fondamental. Si on oublie ça, on a tout perdu. Alors ça, très important pour l'année dernière, j'avais un jeune qui passait un examen. Je l'ai briefé là-dessus, il était très content de moi.
Très important aussi d'apporter attention aux effets de ce qu'on appelle de similarité ou au contraire aux effets de contraste. Quand vous mettez en mémoire successivement ou de façon très rapprochée des trucs qui se ressemblent trop, ça fait interférence. Il y a un risque important que vous le confondiez à vie. Vous ne pouvez plus vous en sortir. Vous savez qu'il y a deux trucs, ce n'est pas les mêmes, et lequel est lequel, vous ne savez jamais. Bon. Donc, gros intérêt au contraire à apprendre des choses contrastées et non pas similaires en même temps ou proches. Ce n'est qu'à la fin des apprentissages qu'on a intérêt à mettre en valeur les similarités et à dire faites attention, il y a un piège. Je veux dire qu'il ne faut pas commencer, par exemple, en grammaire par apprendre c'est, en français, SES, CES, C''EST, etc., etc. SAIT, je ne sais pas quoi. Mais à la fin, vous apprenez au contraire des choses très contrastées et à la fin, vous dites attention, il y a un piège. Fonction exécutive, pour aller chercher les bonnes choses et pas tomber dans les pièges dans votre mémoire. Est-ce que ça va ? Donc, attention aux interférences. Très important aussi de ne pas faire que des traitements de surface, mais de faire des traitements dits en profondeur. En profondeur, ça veut dire qu'on s'intéresse au sens, à la signification, à l'intention de celui qui veut vous apprendre ça, pourquoi il veut absolument que je sache ça, pourquoi c'est important pour moi, etc. Et en profondeur, ça veut dire sémantique, la signification, mais ça veut dire aussi qu'on va faire des liens avec d'autres éléments qu'on a déjà en mémoire. Et donc, bien organiser le matériel dans sa très grande bibliothèque, l'indicer. Alors, favoriser la rétention à long terme pour les apprentissages académiques. Se mettre en projet. C'est-à-dire que si on attend que ça passe, ça ne va pas le faire. Hein. Alors, se mettre en projet, c'est être actif. Non, c'est pas ça que je voulais montrer. Être actif, ça m'a fait rire parce que on répétait ça partout, que c'est les grands principes de l'apprentissage de base pour tout. Il faut que l'enfant déjà soit actif. Et alors, on était allé avec une amie dans une classe de CP où l'institutrice nous avait dit « Puis vous savez, je fais tout comme ça a été dit par le grand professeur, qu'il fallait être actif. Avant de commencer la leçon de lecture, les enfants se lèvent et ils courent autour de la table. Ils se rassoient. D'abord, on a cru que c'était du second degré. On s'est dit Et puis, on a vu que non, c'était pas du tout du second degré. Donc, la question, elle est de l'activité cognitive, si vous voulez. Voilà, pas... Ça, donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis avant, je mettais être actif. Et maintenant, je ne le mets plus, j'écris se mettre en projet. Je ne savais pas trop quelle formulation prendre. Donc, curiosité, intérêt, motivation, etc. Ça, c'est très, très important. Alors, il y a plein de façons de faire, il y a des trucs pour ça, bien sûr. C'est très intéressant aussi, on répond mieux, on se rappelle mieux quand ce qu'on apprend répond à une question. Alors le problème, c'est que la plupart du temps, les enfants, ils ne se posent pas la question avant d'aller à l'école. Quand la maîtresse a dit que c'est la leçon de grammaire, ce n'était pas du tout la question qui se posait. Mais donc, il va falloir susciter ces questions et puis peut-être réfléchir auparavant. Vous savez, quand on vous demande dans des formations, on vous donne des documents et on vous dit, vous lirez ça et vous arriverez avec des questions. C'est cette idée de se mettre en projet, d'être actif, d'avoir déjà quelque chose à dire là-dessus. Donc, c'est très important aussi de faire des tests en cours d'apprentissage et pas seulement à la fin, puisque là aussi, c'est ce qu'on appelle souvent des contrôles formatifs, et non pas, c'est pas pour contrôler ce que fait l'enfant, c'est simplement pour que lui-même voit où il en est dans ce savoir, qu'est-ce qu'il a déjà mémorisé, qu'est-ce qu'il peut utiliser, qu'est-ce qu'il peut récupérer, qu'est-ce qu'il ne peut pas récupérer. Donc, en cours d'apprentissage. Et c'est bien plus efficace, c'est-à-dire que là encore, ça vous met actif, vous cherchez la réponse à la question, et vous voyez à quelle question vous avez réponse, à quelle question vous n'avez pas, qu'est-ce que vous savez déjà, qu'est-ce que vous ne savez pas. Donc c'est s'interroger, faire des hypothèses, générer soi-même une réponse, c'est toujours l'idée d'être actif. Donc importance des auto-évaluations, je me pose des questions, ou bien il y a maintenant beaucoup ça, de genre flashcard, vous avez une question d'un côté, la réponse de l'autre, enfin on a beaucoup ça aussi sur les petits trucs sur ordinateur, etc. L'importance, je l'ai mis en bleu, d'un feedback immédiat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant ne sait pas, s'est trompé, n'a pas retrouvé la bonne réponse, a trouvé celle d'à côté, n'a pas bien compris, je ne sais pas quoi, oublié, il faut que le feedback soit le plus rapide possible. C'est-à-dire que donner le feedback une semaine après avec la note, ça a un intérêt moindre, disons, pas nul, mais moindre, évidemment, que si vous faites la correction immédiatement. Et puis l'importance du sommeil dans les apprentissages mnésiques. Vous savez que le sommeil, immédiatement après un apprentissage, même très court, permet
une engrammation extrêmement importante de meilleure qualité que s'il n'y a pas de sommeil après. On a fait beaucoup d'expériences comme ça chez les enfants, pas que chez les souris, hein. On a pris aussi des enfants, et en plus des souris, et on leur faisait faire des petites siestes. On leur apprenait des choses avant la sieste, après la sieste. Et puis il y en a qui ne font pas de sieste. Hein. Et on voyait, ils avaient appris la même chose, ils avaient le même niveau intellectuel, on avait tout contrôlé. Et voilà. Et c'est vrai aussi chez les adultes. Donc ce n'est pas la même chose quand vous lisez avant de vous endormir, quand vous apprenez quelque chose. Et moi, quand j'étais petite, j'avais une grand-mère qui me disait « Tu repasses ta leçon avant de t'endormir. » C'était le mot, il fallait repasser la leçon. Eh bien, c'était pas bête. C'était même très intelligent. Alors, le délai optimal entre les révisions, il dépend du délai souhaité pour recracher, pour à quel moment on va vous demander de ressortir votre savoir. Donc, en général, ça, c'est à la grosse louche. Vous révisez le lendemain pour une restitution dans la semaine, au bout de 8 jours pour une restitution dans le mois, au bout d'un mois, etc. Alors, l'intérêt d'une révision juste avant l'examen, c'est bien, mais je vais vous montrer ça. Là, c'est l'apprentissage. Vous révisez, on vous dit il y aura l'examen le 16 mars, vous révisez le 15 mars au soir, vous recrachez le 16 mars, ça marche du tonnerre de Dieu. Vous avez une bonne note. Et puis, on vous redemande la même chose un mois plus tard, vous ne savez même plus le titre de la leçon. C'est un grand truc en médecine, ça. Hein. Vous faites les apprentissages en pneumologie, 3 mois de pneumologie, 6 mois de pneumologie. Au bout de 6 mois, vous avez l'examen de pneumologie. Vous réussissez l'examen de pneumologie, vous n'en faites plus jamais de votre vie. Si vous avez quelque chose au poumon, venez pas me voir, hein, je vous le dis franchement. Hein. Donc ça, c'est le truc. Deuxième système, vous apprenez, vous révisez, une semaine ou un mois après, vous révisez juste avant l'examen. Là, non seulement vous avez une bonne note à l'examen, mais vous avez très bonne chance d'avoir un bon souvenir pendant les mois qui suivent. Apprentissage 1, révision 1, examen 1. OK. Apprentissage 2, révision 2, examen 2. Eh bien, figurez-vous que la plupart des livres scolaires sont faits de cette façon-là. On apprend une notion de grammaire, de calcul, d'histoire, pendant 3 semaines, pendant 6 semaines, pendant je ne sais pas quoi. Ça dépend des livres. Et puis, un contrôle. Et puis, c'est fini. On n'en reparle plus jamais. On passe à autre chose. Niveau 2. Non, mais je ne plaisante pas. La plupart des livres scolaires sont faits comme ça. Y compris en maths, y compris en tout. Hop, on passe à autre chose. Apprentissage 2, pendant 3 semaines, pendant 6 semaines, pendant 15 jours, pendant 2 mois, j'en sais rien. Hop, révision, examen, etc. Et vous voyez, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez recommencer l'année d'après. Hein. C'est tout juste si l'enfant se rappelle qu'on en a déjà parlé. Le bon truc, ça serait le suivant. Apprentissage 1, révision 1, examen 1. Apprentissage 2. Normal, il faut bien cumuler, vous n'avez pas tout le temps à apprendre la même chose. Mais examen, on vous prévient, il portera sur la première et la deuxième session. Et donc, il y a un certain nombre de livres qui sont faits comme ça, très peu, hein, où effectivement, à la fin de la session 2, vous avez un rappel général, apprentissage 3, révision 1, 2, 3, examen sur 1, 2, 3. Et ça, c'est si vous voulez avoir vraiment quelque chose de qualité qui reste et qui va vous servir vraiment dans l'avenir. En même temps, il y a des trucs, vous vous dites, moi je ne regrette pas d'avoir oublié la pneumo, hein, je vais vous dire, c'est pas... Mais il y a des trucs, c'est important de s'en rappeler toute sa vie. Donc, donc vous pouvez avoir des stratégies différentes selon le type d'examen que vous passez, ce que vous faites, etc. Alors, les pathologies de la mémoire chez l'enfant, juste un mot, vous inquiétez pas. Juste pour vous dire, bien sûr, ça concerne les traumas crâniens, bien sûr. Tout le monde le sait. Trauma crânien grave, coma, très bien. Certaines épilepsies, d'ailleurs surtout temporales, très bien. Les tumeurs, toujours temporales, les accidents vasculaires cérébraux, hippocampiques, évidemment, l'hippocampe, on se doute que ça va faire un problème, d'accord. Les méningoencéphalites, vous savez que c'est dramatique, les méningoencéphalites herpétiques donnent des troubles de mémoire absolument dramatiques. Mais moi, ce dont je veux vous parler, c'est pas ça. Je veux vous parler des troubles développementaux chez l'enfant. Je veux vous parler des dysmnésies développementales chez des enfants sans aucun trouble neurologique ni antécédent neurologique. Tout ce que je vous ai dit avant, c'était pour en arriver à cette dia-là. Ça existe.
Pas moi qui l'ai inventé aujourd'hui, bien sûr. Je vais vous montrer qu'il y a des tas de gens qui disent que ça existe. Donc, c'est pour ça qu'il faut les rechercher et comprendre un peu comment tout ce système fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est que ces troubles amnésiques développementaux, ces dysmnésies développementales? C'est essentiellement une atteinte de la mémoire épisodique avec préservation de la mémoire sémantique et procédurale. Et donc, ça se traduit essentiellement par des difficultés dans les apprentissages didactiques et les apprentissages scolaires. Ce sont des enfants intelligents. On ne leur trouve pas de troubles du langage, on ne leur trouve pas de troubles praxiques, on ne leur trouve pas de troubles de la motivation, on ne leur trouve pas de troubles psychologiques, on ne leur trouve pas de troubles... Et ils n'apprennent pas. C'est comme s'ils construisaient sur du sable. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Eh bien, comme tous les 10, ça concerne 5 à 6%. Alors, ça dépend évidemment de l'intensité du trouble que vous considérez. Là, c'est quand on est à moins 1,6 déviation standard de la norme. Si vous considérez à moins 2, vous êtes à 1%, comme partout. Hein. Voilà. Donc, c'est tout. Bien sûr, c'est bien plus fréquent chez des enfants qui ont des antécédents neurologiques. Beaucoup plus fréquent chez les enfants qui ont des antécédents neurologiques. Là, j'ai marqué les prémas, mais n'importe quel ennui néonatal est susceptible de faire grimper, d'ailleurs tous les 10, hein, pas seulement celui-là. Simplement, personne ne parlant de dysmnésie. Non, oui, et c'est aussi elle qui est la mémoire explicite des apprentissages didactiques pour lesquels il faut se motiver pour. Et là, on a des gosses qui sont super bien motivés, d'ailleurs qui apprennent mais qui ne retiennent pas. Ils le savent, ils font comme dans la petite dia précédente, ils le savent juste en immédiat. Et ça se délite, ça se trouve et ça se perd. Simplement, dans ce qui est très intéressant quand même de comprendre, c'est que toutes les fonctions cognitives peuvent être sujettes à un dysfonctionnement. Voilà. Pourquoi pas les fonctions mnésiques? Je veux dire, on ne savait pas pourquoi. Pourquoi toutes les autres et pas celle-là? Alors, heureusement, il y a des gens très bien qui en ont parlé. Il y a un petit livre qui est paru chez Masson qui doit s'appeler Troubles mnésiques chez l'enfant. Je ne sais plus quel est l'auteur principal. C'est Narbonara. Là, c'est la honte. Oui, là, je pensais plutôt à la pizza, peut-être. Alors, on va se recentrer sur... Et donc, c'est Narbonara et collaborateur. C'est un joli petit livre, justement, qui parle aussi des bilans de mémoire chez l'enfant, etc. Donc, qui est paru, je ne sais plus la date, peut-être en 2011, 2012, 2013, je ne sais pas. On va rechercher. Donc, le vrai problème, c'est un diagnostic, en fait. La plupart du temps, ces enfants sont confondus avec des enfants déficients mentaux. Vu qu'ils n'y arrivent pas à l'école, qu'ils ne sont pas malins. C'est confondu avec des troubles de l'attention, en sachant que les troubles de l'attention donnent des troubles de mémoire. Mais qu'il faut donc savoir quelle est la poule et l'œuf, quel est le premier. Là, il s'agit d'enfants qui ont une attention normale, sinon on ne parle pas évidemment de troubles de mémoire. On parle de troubles de l'attention. Est-ce que c'est... Voilà. Ou bien alors, c'est des enfants pour lesquels on banalise l'échec scolaire. Il n'est pas motivé, il ne s'intéresse pas. Oh, puis lui, il est comme son papa, ce qu'il aime, c'est faire des gâteaux et des pizzas. Ce qui est très évocateur, c'est l'échec scolaire qui est retardé. C'est-à-dire, c'est un enfant qui n'a pas de soucis graphiques, ceci, cela, ni d'apprentissage dans les petites classes, en maternelle. Il n'a pas de soucis pour apprendre à lire, c'est une procédure. C'est une procédure, l'apprentissage et la lecture. Et c'est ensuite, quand il faut emmagasiner des connaissances et des savoirs épisodiques, que là, ça commence à se compliquer. Et donc, c'est un échec scolaire qui débute, des difficultés scolaires qui débutent tardivement dans la scolarité de l'enfant. Voilà. Sans déficience, DI, c'est déficience intellectuelle. Hein. Sans déficience intellectuelle, ni 10 autres décelables. Donc, et par contre, bien sûr, à ce moment-là, on a la curiosité de faire passer un bilan mnésique. Je vous cite la Children Memory Scale, hein, la CMS. Et là, on voit qu'il y a un problème. Conclusion.
Eh bien, justement, la Children Memory Scale, elle commence à 5 ans. La mémoire des chiffres, mémoire de travail, elle commence à 6 ans. On a beaucoup de difficultés à évaluer les mémoires chez les tout-petits. Donc, bon, en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin? J'ai dit, sur le plan scolaire, ça pose vraiment un problème à partir CE1, CE2, hein, c'est deuxième et troisième année de primaire. Hein. Pourtant, l'enfant apprend, il apprend énormément. Donc, avant qu'on sache le bilan T, heureusement, c'est sa mémoire procédurale. Hein. Puis, la mémoire verbalisable, c'est l'école. Et c'est là où tout peut se compliquer. Donc, une petite bibliographie, là, il faut que je vous dise la vérité, il y a conflit d'intérêts. Un grave conflit d'intérêts, parce que ça, c'est un ami à moi. Donc, c'est un conflit d'intérêts. C'est un livre formidable qui a analysé. Ce monsieur est à la fois professeur dans les écoles d'enseignants et philosophe, et père d'un enfant compliqué. Et il a fait un livre pour expliquer, il a essayé d'analyser pourquoi, en France, c'est qu'on a une loi magnifique pour les enfants qui ont des troubles des apprentissages, pourquoi, malgré cette loi, qui date maintenant d'il y a 13 ans, bientôt 14, enfin 13 ans, pourquoi ça ne le fait pas, en fait, ni dans les classes, ni dans la vraie vie, ni pourquoi ça reste si compliqué. Donc cette analyse est très intéressante et je trouve que pour chacun d'entre nous qui s'intéresse à ces enfants en difficulté d'apprentissage, ça nous aide un peu à comprendre pourquoi il y a tant de blocages. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, évidemment, de la part de personne. Tout le monde cherche à faire au mieux. La conduite du bilan neuropsychologique chez l'enfant, donc c'est la 3e édition qui vient d'être mise à jour, qui est vraiment... je ne fais pas la pub, mais quand même, ça n'a rien à voir avec la 2e. Il y a 10 ans entre les 2 éditions. Donc, je crois que vous comprenez que 10 ans en neuropsychologie, c'est vraiment autre chose. Ça, c'est un petit livre chez Retz qui est très mignon, qui est destiné aux enseignants. Hein, ce n'est pas destiné aux logopèdes. Hein. Voilà, expliquer un peu la dysphasie aux enseignants. Hein. Donc ça, c'est le petit livre dont Candy a bien gentiment voulu faire la pub. Et ça, c'est un petit livre qui est en préparation. Il n'y aura sûrement pas cette couverture-là, il y en aura une plus... qui est un petit livre destiné au grand public sur le développement cognitif normal chez l'enfant. Et moi, je crois qu'au-delà du grand public, comme il y a des tas de professions parmi les nôtres, où on n'a pas cette information de savoir comment se développe l'enfant sur le plan cognitif, on a du mal à comprendre les troubles. C'est-à-dire que si on ne connaît pas déjà comment ça marche normalement, c'est pas évident de savoir quand c'est en panne. Et puis ça, c'est toujours évidemment toute la série des petits mazos illustrés. Ça, c'est vraiment quand vous n'avez plus rien d'autre à faire. Et je vous remercie de votre attention.